Bonjour, bonsoir, connaissez-vous notre seigneur Broly? Et oui, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez vu la vignette, que vous avez lu le titre et que le sujet vous intéressait. Je ne vais pas vous sortir de mon chapeau des informations que vous ne connaissez pas sur le personnage, mais je propose durant ce podcast que nous fassions un rapide tour du personnage, de son développement et de son évolution au travers de l'histoire non officielle, mais également de l'histoire officielle, ceci en le plaçant dans un contexte réel ainsi que dans un contexte historique au niveau de Dragon Ball, que ce soit le manga, les OAV ou le film Dragon Ball Super Broly. Ne perdons pas de temps et posons directement les bases. Dragon Ball Z Broly est sorti au Japon, si je ne me trompe pas, le 6 mars 93. Le film est un film de Yamoshi Shigeyasu qui était à ce moment-là extrêmement populaire au niveau de l'animation. Hein. On lui devait, dans les années 90, deux films Senseiya, le numéro 2 et le numéro 3. Le numéro 3 ayant quelque peu des petits problèmes au niveau de sa production et tout ça. C'est pour ça que il n'était pas hyper apprécié à ce niveau-là. Et puis on lui doit plusieurs films Dragon Ball ou OAV, Original Video Animation, notamment au niveau des bons films, le film 8 et le film 11, donc Broly et Janemba, dans lequel il y a aussi Gogeta. On lui doit aussi deux moins bons, le film 4 de Dragon Ball, où on a une sorte de reboot de l'histoire de Dragon Ball, en mélangeant des événements, en rajoutant très vite l'armée du ruban rouge, voilà, c'est... avec un design vraiment très Dragon Ball GT, vous pouvez pas le rater, c'est pas un de mes préférés. De même que les deux suites au film ou à l'OAV, c'est comme vous préférez de Broly, sont tous les deux de ce réalisateur, donc Rivaux Dangereux et Bio Broly. Et puis on a un épisode qui est un peu en demi-teinte pour moi, celui sur Thalès, qui d'un côté a des bonnes idées, puisque Thalès représente clairement ce que Goku serait peut-être devenu s'il ne s'était pas cogné la tête, s'il n'avait pas perdu la mémoire, et de l'autre on a Goku qui est le bon côté. C'est un peu un combat de force, même si pendant des années il y a eu le fait que les personnages étaient peut-être des frères, voire des jumeaux, et en fait rien de tout ça, c'est vraiment deux personnages totalement différents. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Revenons donc à nos moutons. Donc comme je vous ai dit, en 93 sort le film, ou l'OAV, c'est comme vous désirez, Broly, Dragon Ball Z Broly, avec le personnage suscité durant lequel le personnage fait sa première apparition, personnage qui va être un des plus marquants de l'œuvre Dragon Ball, malgré qu'il n'est pas canon, et un personnage qui, je crois, dans la mentalité de beaucoup de détracteurs de Dragon Ball Z et Dragon Ball tout court, représente un peu tous les problèmes. En fait, on voit les combats dans Dragon Ball, quand on n'est pas fan, bien entendu, de manière très brutale, en fait, sans spécialement de réflexion. Alors qu'en fait, quand on se pose un petit peu, Dragon Ball, c'est plus que ça. C'est du Neketsu. Voilà, c'est vraiment l'amitié, ça prône de bonnes valeurs, mais beaucoup se sont juste arrêtés sur... c'est un combat de mecs musclés torse nu qui se foutent sur la gueule. Voilà, grosso modo, comment les gens voient ça, ils trouvent ça bête et méchant, et on peut pas leur donner tort s'ils s'arrêtent simplement sur des parties d'une œuvre. Mais à ce niveau-là, je peux vous dire que n'importe quelle œuvre est dégueulasse, parce que je peux m'arrêter sur un moment qui peut être chiant, ou qui peut mal représenter l'œuvre en question. Donc, au niveau de Broly, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le personnage est né en 737, ce qui est la même année que l'année de naissance de Goku, donc Kakaroto. Tous deux sont nés sur la planète Vegeta, et tous deux sont quelque peu liés. En effet, étaient placés selon l'OAV en question, hein, donc le film DBZ Broly, pas selon Dragon Ball Super Broly. Ils étaient placés côte à côte, et les pleurs de Kakaroto, Goku, ont eu un impact sur lui qui l'ont poussé à devenir un peu psychopathe sur les bords. Donc, réfléchissons. Est-ce que ça serait pas intéressant de garder les données des enfants côte à côte, histoire de pouvoir trouver plus vite les criminels, les psychopathes et tout ce qui s'ensuit? S'il y a un bébé qui a pleuré, vous pouvez être sûr que les enfants qui étaient aux alentours sont peut-être fous. En tout cas, selon le scénariste Takao Koyama sur le film. Donc,
c'est un peu gros quand même. Je peux comprendre que des pleurs soient perturbants, mais pas au point de rendre un enfant fou, et qui, du plus est, eh bien, arrive à se souvenir clairement, en fait, de l'ennemi qu'il déteste. S'il déteste tout le monde, bah, ma foi, je dirais encore, ok, ça l'a poussé un peu loin. Mais là, c'est Kakaroto, c'est vraiment le personnage qu'il déteste, juste pour des pleurs. Ça me semble quand même un peu grossier, au niveau du scénario. C'est vraiment très simple, très plat, en fait, si vous voulez mon avis, et on touche un petit peu au début des problèmes de ce film, selon moi, et peut-être les problèmes de ce personnage dans sa forme non canon. Mais on va y revenir sur tout ça, et arrêtons-nous un peu sur l'histoire. Donc, Broly est le fils de Paragus, un Saiyan tout à fait classique, hein, qui n'a pas la puissance de Bardock, et qui est un simple soldat de l'armée du roi Vegeta, et qui a ce fils avec une Saiyan inconnue. Je suis désolé, mais on n'a pas plus d'informations là-dessus, on sait pas qui est sa mère, tout comme on a dû attendre pas mal d'années pour savoir qui était la mère de Goku, et bien là, on n'a aucune info. Il se trouve que le roi Vegeta apprend que cet enfant a une puissance démesurée, il doit être aux alentours de 5000, selon mes souvenirs, mais voilà, selon d'une source à l'autre, c'est toujours différent, donc il me semble que c'est 5000, mais ça peut être 10 000, voilà, je n'ai pas trop envie de m'avancer à ce niveau-là. Et donc, en découvrant ça, il décide que Broly représente une menace et le poignarde. Il fait aussi blesser Paragus, il les abandonne sur un tas de déchets et il voudrait qu'il claque. Et ce n'est pas le cas, puisque au moment de l'explosion de la planète Vegeta par Frieza, chose qu'on voit dans l'OAV, qui n'est plus canon et qui l'a sans doute jamais été, donc Bardock, mais également dans le film Dragon Ball Super Broly, on voit que la planète Vegeta est détruite, et on a le jeune Broly en fait qui exploite inconsciemment son potentiel intérieur pour créer une bulle de protection et survivre non seulement d'une explosion mais aussi dans l'espace. Donc c'est une bulle totalement hermétique qui empêche le peu d'air qu'ils avaient de disparaître jusqu'à ce qu'ils trouvent une planète. Et une planète, ça se trouve pas à 2 km de là, hein. Vous vous doutez qu'il n'y a aucune planète qui se trouve aussi proche, donc on a un problème à ce niveau-là. En toute honnêteté, un nourrisson, je pense pas qu'il peut vous déplacer sur autant de distance, aussi puissant soit-il, mais bon. Après ça, on n'en entend plus parler, hein, clairement, que ça soit dans l'OAV ou même dans l'animé, même si l'animé on n'en a pas parlé, et on se retrouve approximativement aux alentours du Cell Game, je dirais durant les 9 jours en fait, qui précèdent le Cell Game. Pourquoi, me direz-vous, es-tu si précis? Bah déjà, on peut pas le placer de manière chronologique, comment dire, il s'enfonce en fait avec une masse, vous devez vraiment forcer, tout simplement parce que c'est impossible de le placer. En effet, dans l'OAV, Gohan est capable de se transformer en Super Saiyajin. Événement qui n'arrive qu'après le passage dans la salle de l'esprit du temps. Donc là, on est assuré que ça se passe donc après l'entraînement, et donc vous allez me dire, ouais mais ça pourrait se passer après les Cell Games. Oui, sauf que Goku est mort après. Donc ce n'est pas possible. Il ne peut pas aller à ce moment-là, puisqu'il est mort. Donc, et comme il n'a pas d'auréole, c'est censé se passer avant les Cell Games. Sauf que je suis pas sûr hein, que ça soit très legit. Je veux dire, ils sont un peu trop tous posés. Vegeta également. Alors vous me direz, il y a toujours Trunks aussi. Voilà, en fait, la volonté du réalisateur Shigeyasu était de placer ce film, non pas dans une chronologie, hein, même si les précédents ont essayé, mais honnêtement, ça se place nulle part. À chaque fois, il y a un truc qui démentit dans l'histoire, où il y a des répétitions qui sont inutiles. Non, en fait, si on regarde bien, voilà, on pourrait le placer pendant les 9 jours, mais globalement, ça serait un univers parallèle dans lequel... ils se seraient entraînés, ils auraient atteint ce truc-là, et peut-être Goku ne serait pas mort, ou que sais-je, mais bon, ouais, n'aurait pas atteint le Super Saiyan 2, ce qui ne serait pas viable non plus. Donc on continue, pendant un pique-nique, donc on a l'arrivée à ce moment-là d'une troupe d'élite qui vient de la part de Paragus compris, et lui annonce que son père étant le roi et étant décédé, eh bien, il est le roi d'une prétendue nouvelle planète Vegeta. Il l'emmène là-bas, avec Kulilin, Trunks
et il me semble, si je me trompe pas, mais je ne pense pas me tromper, Gohan. Ouais, normalement il vient en même temps dans le vaisseau. Puisque Piccolo prend un autre vaisseau pour venir, hein, donc il n'est pas présent dès le départ. On a aussi Kame Sennin, c'est un peu le comment dire, le gag dans ce film, hein. Plutôt sympa, j'avoue, surtout qu'il se gourre sur son nom, alors que bah, c'est plutôt évident, son nom, ça se fait assez facilement. Et donc, il est emmené sur cette planète, de laquelle, en fait, il va devoir rechercher la menace qui a détruit une galaxie. Et pendant ce temps-là, Kaiô, eh bien, prévient Goku, en fait, que il y a une énorme puissance qui a détruit une galaxie, et Goku va sur place pour essayer de trouver le responsable. Vegeta, sur sa nouvelle planète, donc, découvre que Paragus a un fils, Broly, qui est aussi un Saiyajin. Ils ont survécu à l'explosion, mais Vegeta le regarde un petit peu de haut. Il considère que, bah, voilà, quoi. Il n'est pas très fort, et on s'intéresse pas plus que ça à lui. Côté Goku découvre que, bah, voilà, il y a la planète, en fait, où Vegeta se trouve, tout simplement. Il se rend près d'eux, il se dit, voilà, je vais passer la nuit, je vais bouffer avec eux. Et pendant la nuit, eh bien, on a Broly qui bah, ressent, en fait, l'énergie de Goku, et se sent des ailes, et décide d'aller se fighter contre Goku, malgré sa puissance qui est beaucoup plus limitée, en fait, que celle qu'il a normalement. Notamment à cause d'un, je sais pas comment, enfin moi je veux dire diadème, mais c'est pas le bon terme, mais enfin il a quelque chose qui bloque ses pouvoirs, qui est contrôlé par Paragus, qui peut le garder à un niveau contrôlable en fait. Et pendant la nuit, donc, il tente de tuer Goku, se transforme presque en Super Saiyan, mais Paragus arrive à le contrôler. Et le lendemain, alors que Vegeta s'en va pour tenter d'aller trouver de nouveau l'ennemi qu'il cherche, eh bien, Goku lui dévoile qu'en fait, il n'a pas allé plus loin, et que c'est Broly, en fait, le Super Saiyan légendaire. Paragus lève le masque, il dit à Broly de leur péter la gueule, mais il perd le contrôle, et Broly se transforme, devenant encore plus massif, plus dangereux, et atteint une étape, je dirais, de Super Saiyan 1.5, si vous voulez mon avis. Pourquoi je dis ça? Ben, parce que c'est pas du Super Saiyan 2, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être que c'est du Super Saiyan 1, mais on voit dans l'OAV suivant, hein, le film 10, l'OAV suivant bien sûr sur Broly, hein, puisque le 9 c'est avec les mercenaires de l'espace, si je ne me trompe pas. Mais on voit donc dans l'OAV suivant sur Broly qu'il a une étape de Super Saiyan, où il n'est pas spécialement plus musclé que dans sa forme de base, et après seulement il atteint cette étape-là. Et puis on a la forme de Super Saiyan légendaire qui s'active à un moment. Là il attrape les cheveux verts, il a une aura démesurée, et il est obligé en fait d'évacuer son surplus pour ne pas que son corps explose. D'ailleurs c'est assez étonnant vu la musculature du mec qui peut pas contenir autant de puissance, alors que des Super Saiyan God, eux, bah voilà, ils changent pas de musculature, ils deviennent même plus fins. À ce moment-là, donc, de l'histoire, Paragus comprend que bah, c'est un peu foutu, il se dit, ah bah la planète, en fait, Vegeta, où je t'ai mis, c'est en fait sur le passage de la comète de Mori, elle va te péter la gueule, ainsi qu'à Kakaroto et à mon fils, comme ça je me débarrasse de toutes les menaces qui pourraient me gêner, et je vais aller sur Terre pour faire mon empire, je vais me faire des jeunes, je vais diriger, parce que la Terre c'est la plus belle des planètes. Chose pas très logique, hein, puisque s'il est au courant que la Terre est si belle, pourquoi aucun Saiyajin ne s'est dit « Tiens, ce serait intéressant de la capturer pour la vendre, tiens, ce serait intéressant de la capturer pour faire des choses ». Non, tout le monde s'en foutait, elle n'avait d'intérêt à leurs yeux, en tout cas aux yeux de Nappa et de Vegeta, que pour les Dragon Ball, et aux yeux de Raditz parce qu'il y avait son frère dessus, et que bah, pour lutter contre Frieza, ça aurait été intéressant. Hormis ça, bah ça tient pas des masses déjà à ce niveau-là. En effet, on a des Super Saiyan, donc on a Goku, Trunks et Gohan face à Broly qui se font démonter. Mais quand je dis démonter, c'est un démontage total. Pardon. Donc démontage total, et à ce niveau-là, eh bien on se dit, ok, il va falloir qu'on trouve une alternative, on a un Goku qui essaye vraiment le maximum, mais impossible. Même un Kameha à bout portant n'arrive pas
à vaincre leur ennemi. C'est encore plus dangereux hein, quand il atteint enfin son stade de Super Saiyan légendaire. Là, pour vous donner une idée, il démonte Trunks, il démonte Gohan, quasiment chacun en un coup. On a Goku qui se fait démonter, qui revient, qui se fait démonter, qui revient. On a un Vegeta qui est en pleurnicheuse. D'ailleurs, le traitement de Vegeta est très mauvais dans ce film, si vous voulez mon avis. Parce que Vegeta est pas le genre à se tétaniser et à avoir peur face à une légende aussi puissante soit-elle. En tout cas, ça représente pas le personnage. Alors que la fin, justement, du film est intéressante. Le problème, je pense, hein, dans le récit, c'est que si Vegeta intervenait, il était compliqué, en fait, d'expliquer comment un mec comme ça arrivait à tenir tête, en fait, à 4 Saiyajins en même temps, quand la puissance de 3 Saiyajins dans Goku lui permettront de gagner, alors qu'il est très affaibli, hein. Il vient de se fighter pendant peut-être 1 heure. On a la comète qui est proche de détruire la Terre. Comme par hasard, il finit Broly à la dernière seconde avant que ça soit la fin. Et donc, à ce moment-là, eh bien, Broly se fait battre, justement, comme je vous ai dit, hein. On a Vegeta qui est KO après un coup, on a Piccolo qui est KO, on a Gohan qui est KO, Trunks qui est KO, il nous reste juste Goku qui est en train de se fighter, et la puissance, donc, de ses 4 compagnons, plus Goku, eh bien, lui donne suffisamment de puissance pour blesser Broly. Alors, si vous voulez une théorie, et ça n'engage que moi, je pense que l'endroit où il l'a blessé au niveau de la poitrine correspond à l'endroit où il a été blessé enfant par le roi Vegeta. Ce n'est qu'une idée, mais je me dis, pourquoi poignarder un enfant alors que tu pourrais clairement lui envoyer des boules d'énergie comme à n'importe qui, sauf si c'est pour justifier plus tard une sorte de fusil de Tcharkov, eh bien que ton personnage aura une faiblesse à cet endroit-là. Et là, je vous entends tous me dire, c'est quoi un fusil de Tcharkov ? Eh bien, laissez-moi vous expliquer très clairement. Un fusil de Tcharkov, ça vient en fait d'une information qu'on utilise très souvent dans le cinéma, mais aussi dans la littérature, et qui veut que si l'on vous montre un élément, par exemple, dans le cas ici présent, un fusil dans le premier tiers de l'histoire, par exemple, ou même dans le deuxième tiers, hein, il n'y a pas de problème, il aura forcément un impact sur la troisième partie du film, le dernier tiers. Ici, notamment, je pense que la blessure de Broly au niveau du couteau qu'il a pris, eh bien, si elle est à cet endroit-là, ça serait logique, on a essayé de toucher son cœur, il a survécu, mais il aura toujours un talon d'Achille, une faiblesse que Goku va exploiter à ce moment-là. Et à ce moment-là, donc, on a une explosion de Broly, hein, on a Goku qui arrive à se TP, et tout serait bien dans le meilleur des mondes pour les Saiyajins. Si, il n'y avait pas l'appel du pognon, les amis, puisque après un OAV où on a délaissé Broly pour s'occuper de Bojack et de sa clique, on revient sur Broly avec, eh bien, rivaux dangereux, pardon, dans lequel, eh bien, vous attendez pas ni à Goku, ni à Vegeta, ni à Piccolo. Alors, oui, on aura bien Goku, si on peut dire, mais voilà, le caméra final compte pas. Dans cette OAV, eh bien, on a Broly, en fait, qui, au moment de mourir, au moment où la planète allait être détruite, prend une capsule qui, visiblement, était programmée pour la Terre, ce qui serait logique, hein, puisque c'était le plan de Paragus, donc jusque-là, il n'y a pas de problème, et qui va se cracher, donc, sur la planète, où, avec ses blessures, il n'arrive pas à récupérer, on voit qu'il est en pétard, et à ce moment-là, eh bien, il se fait geler. Alors, hyper vite, hein, si vous suivez le film. Après, je pense pas qu'on gèle aussi rapidement, mais il se retrouve gelé pendant plusieurs années. Au moins 7, si vous voulez mon avis, puisque on a Goten dans la suite des aventures. Goten, Trunks et Videl, pour être plus exact, qui sont à la recherche des Dragon Ball. Je sais plus trop pourquoi, je crois qu'ils ont tous un peu leurs petits vœux qu'ils ont envie de faire. Et ils arrivent près d'un village un peu retiré, qui a des coutumes un peu spéciales, notamment les sacrifices humains. C'est cool, ils sont sympas, ils arrivent à les convaincre que, vous en faites pas, on va pas sacrifier la fille qui est là, nous on va s'en occuper. Donc Goten et Trunks qui disent ça, et Videl est assez d'accord, il se cache dans une offrande, et quand un dinosaure géant arrive, eh bien, il s'en occupe, hein, tout ça de manière plutôt intéressante. À ce moment-là du film, vous ne savez pas que vous allez passer un bien plus mauvais moment que sur Broly ou que sur d'autres OAV qui sont, ma foi, plus intéressants.
Ensuite, pendant ces événements, donc on a Goten qui s'est mis à pleurer, ce qui ressemblait beaucoup aux pleurs de Goku, ce qui fait que Broly se dit « Ah, mon dieu, cachalot !» Et là, oui, parce qu'en VF, on a droit à un magnifique cachalot. Et donc, il se réveille et va retrouver nos chers amis. Il pète la tronche à Videl, qui se relèvera, pour ainsi dire, pas. Bon, elle va... comment dire ? Elle va quand même intervenir sur la fin, mais globalement, elle sert plus à rien à partir du moment où elle l'a rencontré. Et Trunks et Goten vont commencer à se fighter contre ce fameux Super Saiyajin légendaire, qui va atteindre, comme je vous ai dit, sa première phase de transformation, et qui se fait un malin plaisir, en fait, à tenir tête à nos deux jeunes Saiyajin métis. Voilà, on a droit à quelques gags, alors vous jugerez de leur intérêt, notamment Trunks qui peut pas se retenir de se pisser dessus et qui pisse sur le visage de Broly qui était en train de le martyriser. Finalement, eh bien, il se retrouve un peu dans la merde et on a Gohan qui intervient pour les aider. Gohan qui, contre ce Broly, il a quand même un peu de mal, mais on a Broly qui s'énerve, qui lui fout une branlée, Gohan arrive à le plonger dans de la lave, et tout est bien qui finit bien. Non, je déconne. Broly ressort de la lave, parce que s'ils peuvent survivre dans l'espace et à une explosion d'une attaque de Frieza, bah vous vous doutez bien que de la lave, c'est pas un problème. Hein. D'ailleurs, est-ce que ça a déjà été un problème pour un personnage d'animé, à moins que ça soit voulu? Je suis pas sûr. À ce moment-là, donc, on a eu l'intervention de Kulilin, qui apparaît sous la forme de Piccolo dans une hallucination de Gohan. Et puis ensuite, eh bien, on a la suite du combat où Gohan se fait déboîter, où on a l'intervention de Goten qui vient essayer d'aider Gohan, qui tente de bloquer l'attaque de Broly qui vise la Terre. Ils y arrivent pas, et Goten fait un vœu, il voudrait bien avoir de l'aide, et je crois qu'il mentionne qu'il veut de l'aide de son père, mais ça je peux pas le certifier, parce que je m'en rappelle pas bien, c'est pas un OAV que j'aime beaucoup. Et en tout cas, Shenron fait venir Goku, qui fait le trio Kamehameha. Alors si vous jouez à Dokkan Battle, il y a des chances si vous êtes depuis longtemps sur ma chaîne, sinon vous connaissez peut-être l'univers de Dragon Ball, si ce n'est pas le cas, voilà. Ils font donc Goten, Gohan, les deux enfants de Goku, et Goku, ou en tout cas son fantôme ou son illusion, font un Kamehameha, et ils utilisent toute leur puissance avec l'aide de Trunks qui envoie une petite boule d'énergie, et de Videl qui me semble aide un petit coup aussi. Ils arrivent à battre Broly, et l'envoient mourir contre le soleil. Le mec qui a survécu avec une bulle arrive à mourir contre le soleil. Moi je me serais mis une bulle. Si je sais le faire enfant inconsciemment, je sais le faire à adulte consciemment. Mais bon, que voulez-vous, il fallait bien pouvoir le battre. Et dans le troisième et dernier OAV que nous allons traiter, eh bien Broly revient suite à une manipulation génétique. On l'a fait un clone, et ce clone tente de s'échapper quand il remarque que Goten... Et à ce moment-là, eh bien, il décide que ça devient dangereux, parce que c'est des enfants, hein, les créateurs, et ils font tomber dessus un truc qui bouffe les tissus, sauf que Broly est tellement puissant qu'en fait, le truc qui bouffe les tissus, on dirait qu'il a fusionné avec. Oui, le scénario ne veut plus rien dire. En plus, la base de tout ça, c'est un mec qui veut se venger de Mister Satan, qui est un peu odieux avec lui quand il était plus jeune. Dans ce film, on a C-18, on a Goten, on a Trunks, on a Mister Satan, on a Kulilin. Voilà. Globalement, c'est un très mauvais film, si vous voulez mon avis. On sent qu'il y avait plus d'idées sur le personnage de Broly, et on le reverra pas jusqu'en 2018, et Dragon Ball Super Broly. Alors, arrêtons-nous déjà sur les problèmes de ce personnage. Il est tellement puissant, tellement vendu, extrêmement puissant même, que à ce moment-là de l'histoire, sans fusion, sans rien, on se dit comment on va l'arrêter. Il a démonté tous les personnages, et je pense que c'est le problème de ce personnage, et peut-être le manque de puissance qu'on donne à ce personnage. Pour moi, Broly, c'est un personnage qui a des réserves d'énergie illimitées. C'est un personnage qui n'a pas une force illimitée, mais des réserves d'énergie illimitées. En termes de puissance, je dirais qu'il est aux environs d'un Super Saiyan 2, peut-être un Super Saiyan 3, mais j'ai des doutes. Je dirais Super Saiyan 2, parce que la différence entre Super Saiyan 2 et 1 est déjà
monstrueuse, mais entre Super Saiyan 2 et 3, ça doit aussi être un gouffre pour que Vegeta tienne pas tête à un bout, mais qu'un Goku niveau 3 puisse le faire. Donc, pour moi, Broly, en fait, a une énergie illimitée. Il a une puissance surdéveloppée, et le problème, en fait, dans les 3 OAV, c'est que c'est un personnage tellement puissant qu'il faut trouver un moyen de le battre. Quand vous avez créé un personnage cheaté, tout ce que vous allez utiliser pour le battre paraîtra soit désuet, soit un Deus Ex Machina. C'est un peu ça. Dans le premier, bien on a Goku qui se trouve une nouvelle force en ayant la puissance de 4 personnages. On n'est pas sur une fusion, hein. Il n'y a pas un multiplicateur de puissance. Là, c'est la force de Vegeta, de Gohan, de Piccolo et de Goku et de Trunks réunis. Trunks, les 5 ensemble peuvent percer la défense de Broly. Ce que, séparément, ils n'ont pas réussi. Vous me direz, la puissance de 5 personnes combinées est toujours plus forte que les 5 qui essayent de donner un coup. Si une personne porte un piano, on va dire, avec la puissance de 5 personnes, ou qu'il y en a 5 qui le lèvent, ça sera pas la même chose. À quoi je vous répondrai, effectivement, il y aura à un point plus de puissance. Mais, voilà, ça me paraît quand même un peu facile, surtout que, à ce niveau-là, pourquoi personne n'a donné toute sa force à Gohan, à la fin de l'arc Cell, pour battre Cell? Je veux dire, si c'est aussi simple que de tendre la main pour qu'il ait l'énergie et l'utiliser, fais-le. Fais-le sur Goku, voilà. On est sur un truc où on se dit, ouais, c'est un simili Genkidama absorbé, enfin, on est vraiment sur un truc qui est moyennement intéressant. Derrière ça, on a donc Rivaux Dangereux, dans lequel, eh bien, on se rend compte que le Broly qu'on a face à nous, est-ce que c'est le même, en fait? Parce que, voilà, je le trouve pas, déjà, il parle beaucoup moins, le personnage se fait presque ridiculiser dans sa forme Super Saiyan par des gosses, et derrière, eh bien, on a Gohan qui se fait démonter, et puis les 3 arrivent à battre. Voilà, ça me semble quand même beaucoup. On a aussi un clin d'œil à Cell, hein. On a un élément perturbateur avec Trunks qui envoie une boule de ki. Pouf, l'énergie de Broly n'arrive plus à alimenter sa source d'attaque, et il se fait démonter par le trio Kamea. Fallait une méthode pour le vaincre, fallait un moyen, Goku n'était plus là, on s'est dit, ah ben voilà, les 3 Kamea, ça passera. On est quand même très proche du combat contre Cell, hein, parce que même Goku qui gueule que c'est le moment, voilà, on est vraiment sur la même chose. Pas d'originalité en fait sur ce film. Et enfin, eh bien, le film 11, donc Bio Broly, dans lequel on le fait revenir en clone parce que on savait pas comment le faire revenir. Et finalement, eh bien, il a une autre apparence, mais c'est justifié en fait juste pour que Bim Shimada, le seiyuu en fait de Broly, parle quasi pas en fait. Je pense que c'est le but. Et donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce personnage de mon point de vue dans Dragon Ball Z, en sachant qu'on est déjà à près de 30 minutes et qu'on n'a pas encore traité de Broly, dans DBS bien sûr. Eh bien, c'est un personnage qui en fait est peut-être trop peu développé, si vous voulez mon avis. Alors, ça lui donne un côté mystérieux, un aura de charisme, hein. C'est un personnage qui est très puissant, très froid, qui a un design qui est vraiment très sympa. Mais ça n'empêche pas qu'en fait, je le trouve très plat en fait au niveau du personnage. Il a un objectif dans la vie, c'est Kakaroto et à côté de ça détruire les autres formes de vie. Donc il est là que pour détruire. Et il est limité dans tout en fait. C'est pas un personnage stratège, c'est pas un personnage, voilà, c'est un personnage un peu instinctif. Et je dirais même, c'est un psychopathe en fait. Si on regarde, il a pas d'émotion. Je le trouve assez plat, notamment si on le compare avec la nouvelle version, où là on n'est plus face à un psychopathe, mais à un enfant sauvage en fait, si on réfléchit. Et là, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir un enfant sauvage. D'ailleurs, rebondissons, puisque je vous ai dit grossièrement ce que je pensais de ce Broly. Allons dans DBS Broly, on va surtout mentionner les différences. Au lieu d'être poignardé par le roi Vegeta, Broly est envoyé en exil. Et Paragus part avec une capsule pour le retrouver. Capsule vaisseau, bien sûr, c'est pas la capsule de transport comme celle de Broly. Et Broly donc se retrouve sur l'astéroïde Vampa, sur lequel les conditions de vie sont très rudes, c'est désertique, il y a que des ennemis. Et quand Paragus le retrouve, il découvre que Broly est toujours vivant, qu'il s'est très certainement transformé en Ozaru, qu'il a démonté la gueule à pas mal d'ennemis, et qu'ils peuvent se nourrir,
puisque à ce moment-là, en fait, ils ont des vivres limités, le vaisseau est pété quand ils sont posés, et ils vont devoir survivre en mangeant et en buvant le sang et la chair des ennemis de la planète. Là, on a un timelapse pour arriver aux événements juste après le tournoi du pouvoir, et durant lequel, on a notre pote Frieza qui vient d'être ressuscité, qui découvre en fait l'existence de Paragus et Broly, puisque ceux-ci ont été retrouvés par Chilai et Lemo, et contre rémunération, je peux pas vous dire contre de l'argent ou quoi, ils ont des gens de barres de paiement, voilà, ils se mettent au service de Frieza. Alors je pense que Paragus, il avait une idée derrière la tête. Cependant, honnêtement, il avait pas la moindre chance contre Frieza, si quelque chose. En tout cas, dans le modèle établi. Frieza donc décide d'aller tester son nouveau jouet, va sur la planète Terre, et décide aussi de récupérer les Dragon Ball pour tenter de gagner 5 cm. C'est un peu con, mais voilà, c'est de l'humour à la Toriyama. C'est pas parce que j'adore le film que je vais pas le démonter sur ce que je trouve con, et voilà, 5 cm quand tu peux en gagner 50, prends 50, mais non, ça se verra, voilà, c'est con. Et c'est pareil pour Bulma qui, on vous montre en fait qu'il y a une certaine analogie. Elle veut gagner 5 ans, on lui dit pourquoi t'en gagnes pas 20? Non, parce qu'on me dirait, oh vous avez fait de la chirurgie esthétique. Donc, elle veut pas non plus que ça se voit trop. Donc arrive Frieza et Paragus et Broly. Et à ce niveau-là, Broly est envoyé au combat. Broly qui, au départ, il est comment dire, son niveau d'énergie, à la manière d'un Oob, augmente au fur et à mesure du combat, comme si il se mettait au même niveau avant de surpasser un peu son adversaire. Ça se voit dès que, par exemple, Vegeta passe en Super Saiyan God. Il a le dessus, puis Broly revient, plus puissant. On a Goku qui vient, il est en Super Saiyan God. Broly a l'air de faire presque jeu égal. Goku passe en Super Saiyan Blue, il a l'avantage. Broly revient, il est au-dessus, et ainsi de suite. En fait, on a l'impression que Broly, que ça soit en termes de combat ou en termes de puissance, s'ajuste à son adversaire, jusqu'à la mort de son père, qui est tué par Frieza, ce qui est très différent du film. Non, puisque je ne vous en ai pas parlé, mais dans le film Dragon Ball Z Broly, c'est Broly qui tue son père, qui veut quitter la planète, pour rejoindre la Terre, et laisser son fils mourir, par l'astéroïde de la comète de Mori. Voilà. Ici, non, son père se fait tuer, ce qui provoque chez Broly une colère, et qui le transforme en Super Saiyan légendaire, on va dire. Presque, en tout cas, il est en Super Saiyan à ce moment-là. Le légendaire arrivera par la suite, je pense, même si, est-ce qu'on n'est pas déjà un Super Saiyan légendaire dès le départ? Je ne sais pas. Donc à ce moment-là, y a rien qui peut l'arrêter, pas même Vegeta et Goku réunis. Broly leur démonte la face, et Goku décide de se taper près de Piccolo pour enseigner à Vegeta la fusion. La fusion est différente des Potala, bien sûr, vous connaissez la petite danse. Vegeta est un peu contre, mais il n'a pas le choix. On a droit à plusieurs échecs qui renvoient justement au film de notre réalisateur du premier film Dragon Ball Z Broly, puisque ici, là on revient sur le film de Janemba, et finalement la fusion a lieu. On a un Gogeta forme de base contre un Broly Super Saiyan, puis un Gogeta Super Saiyan contre un Broly Super Saiyan, et puis Gogeta Blue contre Broly Super Saiyan légendaire. Un autre nom, mais bon, je vous avoue, ça sera plus simple pour pouvoir poser les bases. Et là, on a Gogeta qui est quand même bien au-dessus. Et ce Broly n'est pas tué, suite à un vœu de Chilai. Il est envoyé de nouveau sur l'astéroïde Vampa, et les deux décident de le rejoindre. Et Goku se dit, tiens, je vous amène à boire et à bouffer, et on pourra s'entraîner parce que t'es un chic type, et que ça serait cool d'avoir un nouveau poteau. Voilà. C'est un Broly beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, qui a des difficultés au niveau de ses contacts avec les autres, et qui pourtant très vite se fait des amis. Donc il y a ce côté qui est vraiment Broly, pour lui-même, pas vis-à-vis de nous, mais lui-même se cherche. Jusque-là, ce n'était qu'un outil, une extension de la volonté de son père, l'arme de son père, et là il devient en fait, et puis ensuite décide de devenir l'instrument de ses propres choix,
Petit à petit, au départ, il intervient par exemple pour protéger Chilai, et puis ensuite, il évolue de plus en plus vers une certaine ouverture vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de Goku. Et le personnage, pour moi, a un meilleur traitement que le Broly de base, puisque ici, on se rend compte que c'est une personne qui, en fait, est perdue vis-à-vis de tout. D'ailleurs, est-ce que la mort de Paragus a un impact dans le premier? Non, du tout, il le tue lui-même de ses propres mains. Dans celui-ci, c'est sa mort qui provoque sa transformation, qui, d'ailleurs, la mort de Paragus dans le film, correspond à la mort que Paragus a donnée aux soldats en fait qu'il a accompagnés sur l'astéroïde Vampa. Même l'angle d'attaque est le même, ils meurent de la même manière tous les deux. Donc il y a un petit côté clin d'œil. Et on a un Broly donc qui est très intéressant, qui il n'est pas fait de méchanceté, mais il y a quelque chose qui contrôle pas. On a un côté d'un côté une explication qui se tient en fait, plutôt que de se transformer en gorille. Ce Broly, eh bien, il maîtrise la puissance de Lotzaru. Et on sait que Lotzaru, c'est un multiplicateur de puissance. Quand je dis une maîtrise, en fait, il a aucune maîtrise sur lui-même, mais son corps n'a plus besoin de se transformer pour utiliser sa pleine puissance. Et donc, du coup, ça se tient quand même au niveau de sa puissance. Puis, voilà, la colère provoque une transformation, puis une autre. C'est plutôt intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour terminer ce podcast sur le personnage de Broly? Ben, c'est un personnage qui a d'abord mal évolué, si vous voulez mon avis, puisque ils savaient pas quoi faire de lui, et ensuite qui est revenu une première fois dans Dragon Ball Super par le personnage de Kale, qui est un échec et sur lequel je ne vais pas m'arrêter, et ensuite sous une nouvelle apparence, mais c'est Broly, et qui pour moi est beaucoup plus profonde, même si vous voulez mon avis, je pense qu'elle a moins de charisme. Et c'est assez simple, mais je pense que en lui donnant plus d'humanité, on lui a tiré du charisme. Mais personnellement, j'aime un personnage bien construit, alors que quand j'étais plus jeune, j'aimais un personnage plus puissant. Pour moi, les deux se valent, c'est deux facettes d'une même pièce. On a un Broly qui est brutal, qui n'a aucune émotion, un Broly qui a des émotions et qui devient brutal par ses émotions. On a donc deux facettes d'un personnage. À vous de préférer l'une ou l'autre. Moi, je sais qu'en tout cas, le film Dragon Ball Super Broly m'a beaucoup plu, beaucoup plus que Dragon Ball Z Broly et ses suites. Et donc, du coup, eh bien, chacun se fera son propre avis, c'est aussi ça, être humain, c'est avoir chacun des différences au niveau de ce que l'on apprécie ou que l'on n'apprécie pas. Et d'ailleurs, en parlant d'apprécier, eh bien, je vous invite à me dire votre jugement sur ce Broly dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas non plus à pouce-vériser la vidéo ou à mettre un pouce gris si voilà, ça ne vous plaît pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne, notamment le chapitre 66, si je ne me trompe pas, de Dragon Ball Super, qu'on devrait analyser vendredi ou samedi dans la soirée. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. À très très vite les amis!